Abordons maintenant la première partie de notre cours qui s'intitule l'organisation et l'administration de l'entreprise. Donc là, ce sont deux chapitres. Un chapitre sur l'organisation et un chapitre sur l'administration de l'entreprise. Ce premier chapitre aura comme première section l'organisation scientifique du travail ou bien le taylorisme. Mais avant d'aborder cette section sur le taylorisme, j'aimerais bien un peu introduire une petite introduction qui concerne un peu le contexte général du développement de l'organisation du travail. Vous savez que la nécessité de l'organisation du travail au sein de l'entreprise s'est imposée dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Dans cette période, ont été réalisées les plus grandes découvertes de l'humanité. Par exemple, l'utilisation du pétrole, l'utilisation de l'électricité. D'ailleurs, ces deux éléments-là expliquent un peu que cette période a été qualifiée de la deuxième révolution industrielle. On a assisté aussi à des progrès importants dans le domaine des transports, l'avion, les bateaux à vapeur, etc. Des communications, le téléphone, la radio, même le cinéma avec les frères Lumière en 1895. Un développement énorme dans le domaine des sciences, un développement énorme dans le domaine de la médecine, etc. Tous ces éléments-là qui caractérisent la fin du XIXe siècle auront des répercussions évidentes sur l'entreprise, sur l'organisation de l'entreprise et sur son développement. Donc, la révolution des transports, par exemple, et des communications offre aux entreprises des possibilités énormes de développement. Par exemple, l'approvisionnement rapide, régulier, sûr, fiable, ce qui va permettre en premier lieu le développement de la distribution tout d'abord. Parce que la production, pour son développement, il faut qu'il y ait d'autres contraintes. Ou bien il faut surmonter d'autres défis. Par contre, le développement des communications, des transports a avantagé en premier lieu le développement de la distribution. On a assisté au développement des grands magasins, le magasin à succursales multiples, où la place des grossistes a été reléguée au second plan. Par contre, le développement de la production a nécessité tout simplement la résolution des problèmes de l'organisation. Certes, le contexte était pour le développement et le progrès technique des innovations qui peuvent se traduire directement par des produits nouveaux, mais au sein de l'entreprise, il y avait un problème énorme de l'organisation. C'est un peu dans ce contexte-là que s'est intervenu le taylorisme avec l'OST. Donc notre première section, l'organisation scientifique du travail ou bien le taylorisme, par référence à l'ingénieur américain Frederick Taylor, 1856-1915, qui travaillait pendant 12 années dans une aciérie aux États-Unis. Taylor, c'est lui qui était à l'origine de l'organisation scientifique du travail, qui est considérée comme la base de la deuxième révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. On comprend maintenant pourquoi. Il y avait un développement dans tous les domaines scientifiques. Il y avait un développement qui a eu des répercussions positives sur la distribution, mais au niveau de la production, il y avait une contrainte énorme qui concerne l'organisation. Taylor, effectivement, de par son expérience, de par sa compétence, s'est intéressé à résoudre cette question déjà à la fin du XIXe siècle. Alors, on peut dire grosso modo que l'organisation scientifique du travail est une méthode de gestion et d'organisation des ateliers de production dont les principes ont été développés et mis en œuvre par Taylor.
En fait, l'OST, l'Organisation scientifique du travail, n'est rien d'autre qu'une prolongation et une amélioration de la division du travail telle qu'elle a été développée par Adam Smith. Taylor part du principe que l'efficacité passe par la décomposition et l'optimisation de chaque tâche, voire de chaque geste. Son but premier est d'accroître la productivité dans les usines. Pour cela, il est nécessaire d'opérer une double division du travail. On va parler, ou bien Taylor a parlé, de la division verticale et de la division horizontale. Pourquoi? Pour développer la productivité, parce que, effectivement, l'organisation de l'entreprise posait une sérieuse contrainte pour développer la production dans un environnement qui était un environnement de croissance, de développement, etc. Les deux formes de division de travail que Taylor a proposées, il y a une division verticale des tâches fondée sur la séparation entre la conception et l'exécution. La conception et l'exécution. La direction, pour lui, doit donner les consignes, les ouvriers doivent les appliquer. Donc, le savoir des ouvriers devient en quelque sorte la position de la direction générale. Je vais revenir à ça pour mieux comprendre et expliquer un peu comment était fait le contexte dans lequel travaillaient les unes avant l'Organisation scientifique du travail. Donc, et d'autre part, en plus de la division verticale, il apprenait une division horizontale des tâches qui repose sur la partialisation des activités et la spécialisation des ouvriers. Les ouvriers doivent être attachés à leur poste de travail fixe ainsi qu'à une opération élémentaire. Donc, on va assister à l'apparition de ce qu'on appelle l'OS, l'ouvrier spécialisé. Avant, c'était un ouvrier qualifié. Donc, cette qualification a diminué chez l'ouvrier et il est maintenant un ouvrier spécialisé. Spécialisé en quoi? Spécialisé à réaliser une tâche bien précise. Lorsqu'on parle de l'organisation scientifique du travail, scientifique pourquoi? Tout simplement parce que Taylor, il a observé et chronométré un groupe de travailleurs, puis il a mis en relation leurs méthodes de travail, leurs outils et le temps mis pour effectuer leurs tâches. Concrètement, l'expérience a été menée dans son usine en mettant à la disposition des ouvriers tout un ensemble d'outils. Il a commencé par les ouvriers qui avaient en charge de charger des wagons par les cendres de l'acier. Donc, il travaillait avec des pelles. Il faisait, disons, 12 tonnes par journée, mais avec des pelles qu'il ne pouvait pas changer. En chronométrant ce travail-là et en mettant à la disposition des ouvriers plusieurs outils adaptés à leur capacité, il a pu obtenir des résultats très importants. Donc, ces études lui ont permis d'améliorer davantage les potentialités de son système et de diminuer en même temps les erreurs, les faux mouvements, les temps de pause, etc. En chronométrant le travail des ouvriers, Taylor n'a pris que les mouvements, que les outils qui sont effectivement bénéfiques pour l'augmentation de la productivité. Par la suite, il dissémine un peu l'expérience aux autres ouvriers en leur montrant la meilleure méthode qu'il a trouvée et il leur défend de s'en écarter, ce qui conduirait à obtenir un mauvais rendement. L'expérience menée sur quelques ouvriers a été appliquée à toute l'entreprise
Et si je reviens à l'exemple des chargeurs des gueuses, la productivité a augmenté de 12,5 tonnes à 59 tonnes par jour, par ouvrier. Bien entendu, les salaires ont été augmentés, etc. Donc, l'ouvrier, ce n'est plus un ouvrier qualifié, il ne fait pas tout un ensemble de tâches, loin de l'ouvrier qui faisait une seule épingle, donc il est devenu un ouvrier spécialisé qui répète sans cesse et à longueur de journée sa tâche. Et la motivation, bien entendu, était forte, sous forme de rémunération, sous forme d'argent. Donc, pour comprendre un peu ce contexte-là, dans lequel s'est intervenues ces expériences, il faut revenir un peu en arrière et voir comment le travail a été organisé en général dans les entreprises et dans cette aciérie de Taylor en particulier. Le travail de l'atelier des Tours se faisait depuis plusieurs années sous le régime du travail aux pièces. Ça veut dire qu'un ouvrier prend en charge la fabrication d'une pièce. Cet ouvrier-là, il détermine lui-même l'allure et la cadence avec laquelle il travaille. Tout en instruisant, tout en formant les nouveaux qui vont entrer dans l'entreprise. Donc il était un peu, quelque part, maître de son travail. C'était un artisan dans l'entreprise, régi non pas par des syndicats, mais par des corporations. Le terme qui a été utilisé par Adam Smith. Donc il y a une forme de corporatisme des métiers au sein des entreprises. Donc il y a les chaudronniers avec leur culture, avec leur allure de travail, avec leurs objectifs. Il y a les tourneurs avec leur culture, leurs objectifs, leur méthode de travail, etc. Donc c'était vraiment le travail maîtrisé par les opérateurs qualifiés, qui savent ce qu'ils font et qui sont en conflit perpétuel avec la direction générale et avec les propriétaires de l'entreprise. Les propriétaires, bien entendu, avaient pour objectif l'augmentation des profits et l'augmentation de la rentabilité. Par contre, cet objectif entre en contradiction avec les objectifs des ouvriers qui, eux, réclament plus de temps, plus de facilité dans leur travail et plus de salaire. Donc c'est cet ordre des choses qui bloque un peu la productivité et qui a amené Taylor à réaliser son modèle d'organisation, l'organisation scientifique du travail, qui d'ailleurs sévit jusqu'à nos jours dans un certain nombre de secteurs. Globalement, Taylor, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué tout simplement un certain empirisme au sein des entreprises et la tradition qui constitue les bases des connaissances professionnelles de l'ouvrier. Donc la tradition, comment ce travail se fait de génération en génération, et l'empirisme, donc les gens apprennent sur le tas pour réaliser leur travail. Il a remarqué aussi l'ignorance des employeurs des temps nécessaires pour exécuter un travail, parce que cette information était dans les mains et relève des compétences des ouvriers. Donc l'employeur ne sait pas combien ça coûte de charger, par exemple, un wagon de cendres. Il ne le sait pas. Il a remarqué aussi que chaque spécialité repose sur la transmission orale des métiers, des plus anciens vers l'apprenti, parce que les ouvriers avaient en charge aussi de former les nouvelles recrues. Donc toute personne qui entre dans l'entreprise doit faire un stage de formation au sein de l'entreprise assuré par les anciens ouvriers. Donc une forme de spécialité qui se transmet oralement. Et il a remarqué enfin les problèmes d'exécution du travail ont été confiés aux ouvriers. Donc l'ouvrier maîtrisait le temps, maîtrisait le savoir,
maîtriser les problèmes d'exécution de son travail et devant l'ignorance des employeurs de toutes ces conditions de travail. C'était un peu là le contexte. Évidemment, ce contexte-là a bloqué le développement de la productivité, il a bloqué le développement de la production, même si l'environnement général était en développement, développement des transports, développement de la distribution, etc. Donc l'organisation, on comprend maintenant quelle est l'importance de l'organisation pour pouvoir réaliser la productivité et pour pouvoir réaliser la croissance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé Taylor? Comme il est obsédé par la productivité et l'élimination du gaspillage, Taylor a proposé de fixer un rendement convenable. Il parle d'un rendement convenable dans son atelier en adoptant un meilleur type d'organisation industrielle basée bien entendu sur des études scientifiques, des temps nécessaires pour faire diverses sortes de travail. Donc il a chronométré les tâches, il sait pour augmenter le rendement quel mouvement il faut faire, quel est le temps nécessaire, etc. Tout ça, c'est une information qu'il va utiliser pour remodeler un peu l'organisation de l'entreprise et augmenter la productivité tout en éliminant les gaspillages. Il a demandé et a obtenu de son entreprise un budget pour réaliser ses études, mais quand même, il a été confronté à un ensemble de contraintes. Le refus, par exemple, de changement des ouvriers qui craignent que l'augmentation des rendements de chaque homme ou de chaque machine ne contribue pas au licenciement des ouvriers. Le refus des cadres de participer à cette nouvelle forme d'organisation du travail. La manifestation de cette résistance s'est traduite par des grèves, des sabotages des machines, etc. Et nous avons des films qui montrent effectivement quelle était l'ampleur de ces grèves et de ces sabotages. Mais devant cette résistance, elle a eu une réaction. Donc, il a congédié et rétrogradé un certain nombre d'ouvriers parce qu'à un certain temps, il est devenu responsable dans cette entreprise après son expérience. Donc, il a été promu responsable de son atelier. Donc, c'est normal qu'il a pris un certain nombre de sanctions vis-à-vis des ouvriers qui n'ont pas été d'accord avec cette nouvelle forme d'organisation, à qui il croit beaucoup. Donc, il a congédié, il a licencié un certain nombre d'ouvriers. Il a diminué le prix du travail aux pièces, donc ce n'est plus possible de travailler à la pièce, mais de faire une tâche bien spéciale, donc la spécialisation du travail. Il a bien entendu embauché et a formé de nouvelles ressources humaines. Et ensuite, il a transformé le système d'organisation de telle sorte que les intérêts des ouvriers et ceux de la direction soient connus et non plus soit commun et non plus antagoniste. Sachant bien que l'intérêt numéro un des propriétaires, c'est le bénéfice, c'est l'intérêt, c'est l'argent. Et l'intérêt numéro un pour les salariés, c'est le salaire. Donc il y a toujours un conflit d'intérêts et chaque partie a un pouvoir au sein de l'organisation pour effectivement exercer ce pouvoir et réaliser son intérêt. Le pouvoir des ouvriers était très important parce qu'ils détenaient plusieurs sources d'incertitude. Ils savent ce qui est nécessaire pour réaliser le travail. Ils maîtrisent la cadence de ce travail. Ils maîtrisent la formation, ils maîtrisent l'information, etc. Donc, il avait un pouvoir énorme face à des directeurs qui ne savaient rien de leur organisation. Donc il y avait toujours un conflit en perpétuelle présence. Là, c'est intervenu Taylor avec sa nouvelle forme d'organisation et a cherché quelque part à transformer le système pour concilier un peu ces deux intérêts antagonistes.
Bon, le résultat de tout ça, au bout de 3 années de travail et de lutte incessante, Taylor réussit finalement à imposer sa méthode de travail qui est basée sur la valeur juste d'une journée loyale de travail. C'est très important ce qu'il dit, en tout cas c'est la traduction française, c'est la valeur juste d'une journée loyale de travail qui est établie objectivement et démontrée scientifiquement, selon ces termes. Il faut reconnaître que l'objectif n'était pas seulement l'augmentation de la productivité, mais d'éliminer justement ce conflit d'intérêts entre les salariés et les propriétaires. En proposant quoi? En proposant une formule, la valeur juste d'une journée loyale de travail. Juste, ça veut dire que les ouvriers vont être dignement récompensés selon leur productivité. Loyal, donc ça ne doit pas perturber un peu les intérêts des propriétaires. Donc il y a ce dévouement, il faut que les ouvriers adhèrent justement à cette organisation pour que tout le monde trouve son compte. Alors, comme résultat réel, on va assister à l'augmentation du rendement des machines. On va assister à moins de salariés, mais en contrepartie de tout ça, à plus de rémunération à cause de l'amélioration de la productivité. Je vais revenir un peu sur ce terme de productivité pour voir qu'est-ce qu'il renferme comme signification. Pour Taylor, il obtient un avancement et il a réalisé en 1911 son fameux ouvrage « Principe de l'organisation scientifique ». Principe de l'organisation scientifique, dans lequel il cherche à rendre le plus efficace possible le travail qui est par nature pénible et peu valorisant. Dans cet ouvrage, mais avant de voir un peu ces 4 principes, ils sont au nombre de 4, il faut voir un peu comment il explique, comment il essaie de justifier l'importance de son œuvre, l'importance de son travail. Selon Taylor, les principes de l'organisation scientifique du travail furent rédigés pour au moins 3 raisons. Premièrement, pour montrer par une série d'exemples simples la perte immense que le pays tout entier subit et chaque jour dans tous les domaines, dans tous les actes de la vie, par manque d'organisation justement. Donc il faut comprendre l'organisation, bien entendu, comme ça a été défini précédemment, diviser le travail et le coordonner. Donc le manque de cette organisation fait subir au pays d'énormes pertes. Ça, c'est le premier objectif qui justifie un peu, par lequel, en tout cas, Taylor essaie de justifier son travail. Deuxième justificatif, pour convaincre un peu le lecteur que le remède est dans une organisation systématique du travail et non pas dans la recherche d'hommes extraordinaires. Donc, ce qui est important pour lui, c'est l'organisation du travail, c'est l'organisation scientifique, systématique du travail, et non pas des hommes extraordinaires. Donc, il a sélectionné les ouvriers sur la base de leur capacité à réaliser le travail et adhérer à la nouvelle organisation. Pas sur la base de leur savoir, pas sur la base de leur connaissance du métier. Tout simplement sur leur capacité à adhérer à la nouvelle organisation et à réaliser ce qui est demandé sans penser par la direction générale. En troisième lieu, il a essayé de justifier ce travail pour prouver que la meilleure organisation, et c'est une véritable science, qui est basée sur des règles, basée sur des lois et basée sur des principes bien définis. On va voir maintenant quels sont ces principes prônés par Taylor. Ils sont au nombre de 4, les principes d'organisation scientifique du travail. Il y a tout d'abord le principe de la tâche individuelle. Le principe de la tâche individuelle, c'est la spécialisation du travail qui implique une division des tâches.
une parcellisation issue d'une composition des opérations élémentaires. Ça veut dire un travail va être parcellisé en plusieurs tâches élémentaires faciles à exécuter et chaque tâche va être prise par une personne. Là, ce qu'on appelle le principe de la tâche individuelle. Pour Taylor, plus un ouvrier réalise les mêmes mouvements, plus il augmente sa productivité. Donc, plus un ouvrier réalise les mêmes mouvements, plus la productivité, sa productivité augmente. Ça, c'est le premier principe. Il y a un deuxième principe, c'est le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers. C'est le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers. Pour remplacer la méthode empirique qui a utilisée avant la mise en place de l'organisation scientifique du travail, la direction doit sélectionner des hommes. Sélection, ça veut dire éliminer ceux qui refusent ou sont incapables d'adopter ces nouvelles mesures, les entraîner au travail, les former, les encourager à être performants par un système de primes. Donc on voit à travers ce principe que cette tâche qui a été à la responsabilité des ouvriers doit maintenant, avec l'organisation scientifique du travail, être des ressorts de la direction. Donc l'ouvrier doit faire une tâche individuelle tout simplement et ne prendra pas en charge la transmission des savoirs à notre ouvrier. D'ailleurs, il n'a plus rien à transmettre. Donc il fait une tâche individuelle, journalière, spécialisée, parcellisée, etc. Donc là, c'est le deuxième principe, c'est le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers. Le troisième principe, c'est le principe du contrôle et de l'encouragement. Donc, avec l'organisation scientifique du travail, on va assister au développement du contrôle constant de l'ouvrier par des agents de la direction. Donc, il y a un contrôle constant, contrôle du temps, contrôle des mouvements, contrôle de l'allure, contrôle de la cadence, contrôle de la production, contrôle de la productivité, que des contrôles pour que l'ouvrier réalise effectivement et démontre effectivement ce qu'on lui demande de lui et va être en contrepartie récompensé. Taylor dit que si l'on veut que la récompense ait quelques effets sur le rendement des ouvriers, il doit venir peu après la réalisation du travail. Donc il est juste. Il parle d'un salaire juste, il est juste. Un travail bien accompli, en plus de la norme, qui contribue à l'amélioration de la productivité, doit être rémunéré et tout de suite. Il y a aussi le principe de la séparation du travail entre la conception et l'exécution et le contrôle. Pour Taylor, il y a ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Il faut en effet un homme uniquement occupé à préparer le travail et un autre qui est chargé de l'exécuter. Donc là, c'est le principe de la séparation du travail de conception et le travail d'exécution. La direction doit prendre en charge tout ce qui dépasse la compétence des ouvriers. Donc tout travail intellectuel doit être enlevé de l'atelier, donc il n'appartient plus aux ouvriers, et concentré dans les bureaux de planification et d'organisation de l'entreprise. Donc c'est la direction qui va maintenant penser et aux ouvriers d'exécuter. L'ouvrier n'est pas là pour penser, donc, mais tout simplement pour exister et exécuter des gestes qui sont savamment calculés, qui sont savamment chronométrés et démontrés. Donc là, on arrive un peu aux avantages et aux inconvénients de l'OST. C'est sûr que l'OST a accompagné la mutation industrielle du début du 19e siècle, de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Il a permis de réaliser les conditions nécessaires
pour le développement de la production, l'amélioration de la productivité, et ainsi, il a pu permettre à l'entreprise de profiter un peu du développement des transports, des moyens de communication, donc d'augmenter la production. Il a permis aussi de réaliser, de produire des biens et des services et augmenter un peu le niveau de vie de la population. Donc, il a permis à une large partie de la population d'accéder à des biens et à des services produits par l'entreprise. Et il a finalement contribué à l'augmentation de la productivité. Je reviens sur le mot de la productivité qui peut signifier deux choses. Donc, il y a en économie, il y a la productivité du capital, qui est le rapport entre la valeur ajoutée et le capital fixe utilisé. Et il y a la productivité du travail, qui est bien entendu le rapport entre la quantité produite et le nombre d'heures nécessaires pour la réaliser. Cette productivité-là dépend de la capacité des personnels, et on remarque que l'OST a permis effectivement l'amélioration de ce niveau de la productivité. Donc c'est développer la capacité du personnel à produire plus en un temps réduit. Comme inconvénient, on peut dire que l'OST, donc en plus de ce qu'il a apporté en termes d'avantages, il a quand même des inconvénients qui sont très sérieux. Elle présente les inconvénients suivants. Donc, elle est utilisée comme un outil de domination et de contrôle des dirigeants sur leur personnel. Elle croit en une seule forme d'organisation de l'entreprise. Elle conçoit l'ouvrier comme étant paresseux, entre parenthèses, ou doit l'être, parce qu'il doit exécuter tout simplement, et parce qu'il y a séparation entre conception et exécution. Donc actuellement, cette séparation est plus ou moins dépassée. On va le voir dans le chapitre sur les styles de management, par des techniques de l'enrichissement des tâches, par les postes semi-autonomes, etc. Une nouvelle forme d'organisation. Elle transforme enfin un travailleur en un ensemble de réflexes conditionnés. Donc c'est une machine. Cette déshumanisation du travail humain a été critiquée dans l'œuvre monumentale Les temps modernes de Charlie Chaplin. Et il n'y a pas mieux que Charlie Chaplin pour effectivement expliquer un peu les méfaits de l'organisation scientifique du travail. Donc si je peux résumer, l'organisation scientifique du travail s'est intervenue dans un contexte où effectivement l'entreprise était incapable de bénéficier un peu des conditions générales de l'environnement, ce qu'il posait en termes d'opportunités, parce qu'effectivement, il y a des blocages au sein de l'organisation. Taylor, avec l'OST, il a révolutionné l'organisation en augmentant la productivité du travail, en augmentant les salaires, mais malheureusement, ce développement de la production a eu des effets néfastes sur la condition de l'homme au sein du travail. L'homme qui était un ouvrier qualifié est devenu un ouvrier spécialisé. Il a eu une certaine séparation entre l'homme et son métier et son travail. Et on a avantagé l'ouvrier spécialisé, et ce qui a permis par la suite non seulement le développement de la production de masse et la consommation de masse, mais aussi le développement d'autres formes de résistance au changement, enfin de résistance aux nouvelles formes de travail, et qui a été conduite par des syndicats de plus en plus forts dans les pays développés. Ce qu'on va voir maintenant dans le chapitre 2, c'est un peu le prolongement des idées de Taylor, de l'OST,
et leur mise en application dans d'autres contextes par Ford et sous forme, on va voir ça sous forme de sa nouvelle organisation qui va permettre un peu la production de masse et la consommation de masse, ce qu'on appelle en termes courants le Fordisme. Donc ça, on va le voir dans le deuxième chapitre.